vidéoconférence pour nos amis. C'est bon. Oui. Honorable assistance, bonjour. Bonjour, messieurs les membres du jury. Bonjour à nos amis de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Monsieur Chouati, Nordin, vous venez nous présenter votre travail de recherche pour l'obtention du grade de docteur en sciences, option chimie de l'environnement, sur le sujet études cinétiques et mécanistiques de formation du coq sur les catalyseurs zeolithiques modifiés. Absolument. Vous avez 40 minutes pour nous exposer l'essentiel de vos travaux. Environ 40 minutes. Mettez-vous à l'aise et bon courage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assistance, messieurs les jurés, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter mon travail de thèse intitulé « Études cinétiques et mécanismes de formation du coq sur les catalyseurs zeolithiques modifiés », qui est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire de physico-chimie des matériaux et catalyse de l'Université de Béjaïa et l'Institut de chimie des milieux et matériaux de l'Université de Poitiers. Travaux dirigés par M. Hassan Souala et M. Ludovic Pinard. Tout d'abord, il est très important de rappeler que sans la catalyse hétérogène, notre société technologique construite sur le pétrole ne connaîtrait pas le développement qu'elle vit actuellement. En effet, plus de 80% de ces molécules de pétrole rencontrent un catalyseur dans les raffineries pour être converties en combustible et autres molécules intermédiaires de base pour l'industrie chimique. Les catalyseurs qu'on utilise le plus dans ce domaine sont ce qu'on appelle les zéolites, qui sont des aluminosilicates cristallins possédant une microporosité ordonnée dont le diamètre ne dépasse pas les 10 angstroms. Ces matériaux sont très utilisés parce qu'ils possèdent une forte acidité et surtout une très bonne sélectivité de forme qui découle de leur structure microporeuse. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à une zéolite en particulier qui s'appelle la mordénite. C'est une zéolite à large pore. Elle est constituée par deux systèmes de canaux qui sont en parallèle. On a les grands canaux, les canaux étroits. Ils communiquent entre eux par des petites ouvertures qu'on appelle poches latérales. Cette zéolite possède une forte acidité protonique qui peut être située dans les grands canaux ou encore dans les poches latérales. Elle trouve des applications dans plusieurs procédés. On peut citer l'isomérisation des C8 aromatiques, l'hydroisomérisation des alcanes ou encore l'alkylation des biphéniles par le propène. Malheureusement, ces catalyseurs zéolithiques présentent l'inconvénient de se désactiver lors de leur utilisation, des activations qui résultent généralement de la formation de dépôts carbonés qu'on appelle communément coques. Ils provoquent une perte d'activité et aussi une modification de la sélectivité. Par définition, ce coq, c'est des molécules hydrocarbonées difficiles en hydrogène par rapport aux réactifs. Ces molécules sont généralement aromatiques à haute température. Elles se forment à partir des mêmes intermédiaires réactionnels qui conduisent à la formation des produits désirés, ce qui fait que malheureusement, leur formation est inévitable. Pour remédier à ce problème, plusieurs alternatives ont été proposées. On peut citer par exemple l'optimisation des conditions opératoires, de sorte à limiter la formation de ces produits secondaires qui désactivent le catalyseur, ajuster l'acidité de manière à ce que celle-ci soit juste suffisante pour catalyser la réaction désirée et pas autre chose, et aussi opter par la structure poreuse adéquate, là encore, qui ne permet pas de former ces molécules désactivantes. L'alternative la plus prometteuse étant d'améliorer la texture de ces catalyseurs, ce qui va permettre de réduire le temps de séjour des précurseurs de coque dans la zéolite. Ça peut se faire par la réduction de la taille des cristaux ou encore incorporer une porosité secondaire. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation. Ça se fait durant la synthèse ou encore en post-synthèse. Cette dernière, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de hiérarchiser la porosité. Ça consiste à incorporer des mésopores au sein de la structure microporeuse par des traitements de déméthallation, soit extraire l'aluminium, c'est ce qu'on appelle la désalumination, qui s'effectue généralement par lavage d'acide ou avec un autre agent chimique, ou encore extraire l'autre élément qui constitue la charpente zéolitique, c'est-à-dire le silicium, c'est ce qu'on appelle
la désilication qui se fait généralement par lavage basique. L'inconvénient de la désalumination étant qu'elle ne permet pas une formation conséquente de mésopores et aussi il y a diminution de l'acidité. Au contraire, pour la désilication, on a une formation de mésopores plus développée, il y a possibilité de contrôler leur taille et leur distribution, et il est admis dans la littérature qu'il y a de l'acidité, mais cela n'est pas très évident. Pourquoi cela? Tout d'abord, il faut savoir que l'acidité d'une zéolite est gouvernée par son groupement hydroxylpenté, qui est le site acide de Bronsted. La force de ce site dépend de son environnement. Quand on fait subir à une zéolite un traitement de désilication, on diminue le rapport acide sur elle, on crée des défauts, on crée aussi des sites acides de Bronsted. Donc, on modifie l'environnement. Est-ce que l'acidité reste intacte après de tels changements? On n'en est pas sûr. Il faut savoir aussi que la mordénite, c'est une zéolite qui se désactive très rapidement, parce que sa structure impose une diffusion en file indienne des molécules de réactifs, ce qui fait que lorsque des molécules de coque se forment, en particulier lorsqu'elle est située à proximité de l'ouverture du pore, ça bloque tout l'accès à tous les sites acides qui sont situés dans ce canal, ce qui fait que malheureusement, on a un effet désactivant très élevé. C'est pour cela que des traitements de déméthylation par lavage acide ou basique s'imposent pour améliorer le transfert de masse, ce qui permet de rendre la diffusion des réactifs quasi tridimensionnelle, améliorant ainsi l'accessibilité aux sites acides et aussi améliorant la tolérance au coquage. Là encore, on se pose une autre question qui est, qu'en est-il de la formation des molécules de coque quand on effectue un tel changement de texture? Évidemment, notre travail, les objectifs de notre travail s'inscrivent dans cette voie, à savoir comprendre l'impact de la désilication sur les propriétés acides de la mordénite, déterminer le mécanisme de formation du coque sur cette même zéolite, et aussi évaluer l'effet de la hiérarchisation de la porosité par désilication sur cette formation des molécules désactivantes. Pour désilicer nos matériaux, nous avons opté pour la démarche suivante. Le matériau de départ, c'est une mordénite commerciale de rapport acide sur L de 11. La désilication, c'est par traitement alcalin en utilisant la soude. Pour avoir de degrés de hiérarchisation, nous avons effectué deux sortes de traitements. Le premier, c'est 0,2 molaire de NaOH, 70 degrés. Le second, il est plus sévère, 0,4 molaire de NaOH, 85 degrés C. Pour éliminer les fragments amorphes restés dans la charpente zéolitique, nous avons effectué un lavage acide d'eau. Nous avons nommé nos matériaux de la manière suivante: MOR pour mordénite, AL désigne le traitement alcalin, dont les conditions sont entre parenthèses, notamment la concentration et aussi la température du traitement, alors que AC, ça désigne le lavage acide après désilication. Enfin, les protons de nos matériaux sont restaurés par la méthode classique d'échange ionique avec le nitrate d'ammonium, suivi par une calcination à haute température. Une fois qu'on les a synthétisés, évidemment, nous les avons caractérisés par différentes techniques. La structure par diffraction des rayons X, la texture par physisorption de N2, alors que la morphologie, c'est par microscopie électronique. Nous avons aussi déterminé la composition chimique en utilisant plusieurs méthodes. L'XPS pour la composition externe, l'ICP et la fluorescence X pour la composition globale, tandis que l'infrarouge à transformer de Fourier, c'est pour la composition de la charpente. L'acidité est déterminée par adsorption de molécules sondes suivies par infrarouge, notamment la PID et aussi le CO. Un outil supplémentaire de caractérisation, c'est la réaction modèle, notamment la transformation du méthaxylène, pour avoir des informations sur la porosité et surtout sur l'acidité. La réaction, elle est effectuée à 350 degrés C dans un réacteur à l'air fixe à pression atmosphérique. Après qu'on ait fait subir à notre mordénite toutes sortes de traitements, on aimerait bien savoir si sa structure reste préservée. C'est ce que nous montrent les diffractogrammes. On voit bien qu'il y a préservation de la structure, puisqu'il n'y a pas modification dans des angles de diffraction. Néanmoins, il y a diminution de la cristallinité de 20 à 30% après désilication, alors que après lavage acide, celle-ci augmente légèrement, ce qui confirme le fait que ce dernier traitement permet l'extraction de fragments amorphes. Dans le but de visualiser s'il y a formation ou pas de mésopores,
nous avons caractérisé la surface des cristallites par microscopie électronique à transmission. On voit bien qu'après désilication, il y a apparition de petits points blancs qui sont plus nombreux lorsque le traitement est plus sévère. Ces petits points blancs sont des mésopores intracristallins de petite taille, ils ne dépassent pas 10 angstroms. On constate également qu'il y a présence de mésopores intercristallins issus de l'agglomération des cristallites qui sont de petite taille. Ce sont des mésopores qu'on a considérés comme étant intrinsèques puisqu'ils n'ont pas été générés par le traitement. Afin de confirmer cette formation de mésopores, nous avons sondé la texture par physisorption de N2. On voit bien que la zeolite de départ, elle est essentiellement microporeuse. Néanmoins, il y a présence de mésopores intercristallins, comme le montre l'hystérèse à haute pression relative. Quand on désilisse, on voit bien qu'il y a des changements de texture qui sont plus conséquents lorsque le traitement est plus sévère, comme le montre la deuxième boucle d'hystérèse, présente à plus basse pression relative, qui est plus ouverte sous les conditions sévères. Après lavage acide, on récupère un peu de microporosité. On récupère aussi de la mésoporosité dans le cas de la zéolite sévèrement désilicée. À partir de ces isothermes, on voit bien qu'on a bien hiérarchisé nos matériaux, puisqu'il y a préservation des micropores et surtout formation des mésopores. Pour exprimer les différents degrés de hiérarchisation qu'on a dans nos matériaux, nous avons utilisé ce qu'on appelle le facteur de hiérarchie qu'on calcule par l'équation que vous voyez ici. Qu'à partir de cette valeur, nous pouvons classer nos matériaux en fonction de leur degré de hiérarchisation. Donc on a différents degrés. Plus cette valeur est élevée, comme c'est le cas dans les zéolites sévèrement désilicées, plus le matériau est hiérarchisé. Maintenant qu'on sait qu'on a bien hiérarchisé nos matériaux, qu'en est-il de l'évolution de la composition chimique après les différents traitements, en particulier le rapport silicium sur aluminium, qui est le paramètre le plus important. On peut distinguer trois types de rapports. On a le rapport SI sur AL global, c'est-à-dire la charpente plus les espèces extra-réseau, qu'on a déterminé par ICP et aussi par fluorescence X. On a le rapport SI sur AL externe, c'est-à-dire la composition de la surface des cristallites. On l'a déterminé par XPS. Et enfin, on a le rapport SI sur AL de la charpente, qui englobe uniquement le réseau zeolitique. On l'a déterminé par infrarouge à transformer de Fourier. Dans le cas de la zeolite mère, on voit bien que les valeurs de ces trois rapports sont presque les mêmes, ce qui dénote une distribution homogène de l'aluminium dans le cristal zeolitique, mais aussi une faible teneur en aluminium extra-réseau. Après désilication, on voit bien que le rapport SI sur L global et externe diminue, diminution qui est plus marquée lorsque le traitement est plus sévère, ce qui montre qu'il y a extraction du silicium à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur avec les mêmes proportions. Après lavage acide, les valeurs de ces deux rapports, global et externe, augmentent, ce qui est évidemment dû à l'extraction de l'aluminium extra-réseau. On voit également qu'on a le même rapport SI sur L de charpente, ce qui veut dire que nos matériaux doivent avoir la même acidité théorique. Ces changements de rapport SI sur L vont probablement causer des changements d'acidité. C'est pour cela que nous avons fait appel dans un premier temps à l'absorption de la pyridine, suivie par infrarouge à transformer de Fourier, dans le but de quantifier le nombre de sites acides de Bronsted et ceux de Lewis. À partir du spectre infrarouge, on voit bien qu'après désilication, il y a formation des silanols terminaux, dont la bande augmente avec la sévérité du traitement, alors que la bande des silanols pontés diminue après désilication. Il y a formation d'une nouvelle bande vers 3660 qui caractérise les espèces extra-réseau. La zeolite de départ, elle possède une forte acidité de Bronsted, alors que celle de Lewis est minime. Elle possède également une accessibilité de 75% à la pyridine, qu'on a tout simplement déduit à partir de la bande des OH pontés avant et après absorption de la pyridine. Quand on désilisse, il y a diminution de l'acidité de Bronsted au détriment de celle de Lewis. Cette diminution est plus marquée lorsque le traitement est plus sévère, qui s'accompagne également par une perte d'accessibilité, chose qui ne se produit pas sous les conditions moyennes. Après lavage acide, on récupère de l'acidité de Bronsted, on récupère également de l'accessibilité, alors que l'acidité de Lewis diminue. Là, il faut souligner
le fait est qu'on n'a pas totalement restauré l'acidité, ce qui montre clairement que après désilication, il y a une perte d'acidité de Bronsted qu'on ne peut pas expliquer par l'effet de blocage des espèces extra-ISO. Pour approfondir davantage cet aspect acidité, nous avons utilisé une autre molécule sonde, qui est le CO, certes molécule moins basique, mais plus sensible aux variations de la force des sites acides. Quand on fait absorber du CO sur la mordanite, on voit bien que la bande des OH pointées diminue. Une autre bande plus large, située vers 3292, apparaît. Elle caractérise les espèces hydroxyles en interaction avec le CO par liaison hydrogène. Quand on déconvolue cette bande, on voit bien qu'elle possède deux contributions qui caractérisent deux populations de sites qui n'ont pas la même force. Nous avons choisi de nommer les sites OH1 pour la grande bande, alors que les sites OH2 pour la petite bande. Évidemment, les sites OH1 sont les plus forts, non pas parce qu'ils ont la plus grande bande, mais plutôt qu'ils ont la plus grande valeur du déplacement vers les faibles nombres d'ondes, delta mu. À partir de ces résultats, nous avons pu calculer les pourcentages respectifs de ces deux populations de sites, mais aussi leur affinité protonique à partir de l'équation empirique que vous voyez ici. Dans la zeolite mère, on voit bien qu'on a 90% des sites sont les sites OH1. Ils ont une affinité de 1145 kJ par mol. C'est une valeur comparable à ce qu'on trouve dans le cas des groupements hydroxyles pontés, alors que les sites OH2, ils ont une affinité protonique un peu plus élevée. Elle est de 1262. C'est généralement ce qu'on trouve sur des silices alumine amorphes. Donc là, on a une première indication, étant que ces sites OH2, ils ne doivent pas appartenir à la charpente zeolitique. Quand on désilice, on voit bien que le pourcentage des sites OH2 augmente. Cette augmentation est plus marquée lorsque le traitement est plus sévère. Donc ça va dans le même sens de la formation des espèces extra-ISO. Quand on fait le lavage acide, le pourcentage des sites OH2 diminue, évidemment, chose qui est due à l'extraction de ces espèces extra-ISO. Donc là, on peut affirmer que ces sites OH2, ils appartiennent aux espèces extra-ISO, alors que ceux de la charpente, c'est les sites OH1. Il faut signaler aussi le fait est que les affinités protoniques de ces deux populations de sites ne changent pas trop avec les différents traitements. Pour avoir encore plus d'informations sur nos matériaux, nous avons utilisé la réaction de transformation du méthaxylène qui présente l'avantage de nous fournir des informations dans les conditions de fonctionnement des catalyseurs. Donc c'est une réaction bien connue pour sonder la porosité et l'acidité des zeolites. En plus, c'est l'une des applications de la mordanite dans l'industrie. Durant cette transformation, plusieurs réactions élémentaires sont mises en jeu, notamment l'isomérisation monomoléculaire, et aussi des réactions bimoléculaires de dismutation qui permettent des réactions de transalkylation et aussi une isomérisation par le mécanisme bimoléculaire. Pour sonder la porosité, généralement on fait appel à deux paramètres importants qui sont le rapport P sur orthoxylène et le rapport 1,2,3, 1,3,5 triméthylbenzène. Pour l'acidité, on utilise l'activité par site ou TOF qui nous permet de sonder la force des sites acides. Les tests catalytiques nous montrent que nos matériaux possèdent la même conversion initiale, sauf la zeolite moyennement désilicée qui a une conversion un peu plus élevée que les autres. Alors que pour les valeurs du TOF, elles augmentent après désilication, alors qu'elles diminuent après lavage acide. Donc là, on voit bien qu'il y a une variation de la force des sites acides. Pour essayer de comprendre d'où viennent ces variations, nous avons tracé l'évolution du TOF en fonction de la concentration en site acide de Bronsted. Là, on voit bien que c'est inversement proportionnel, alors que si on fait la même chose avec les sites acides de Lewis, on constate plutôt l'inverse. C'est proportionnel. Donc ces résultats nous montrent clairement que la présence des espèces aluminium extra-ISO font augmenter la force des sites acides de Bronsted. Il y a vraiment une sorte de synergie entre les sites de Lewis et ceux de Bronsted. Pour terminer sur les caractérisations, les sélectivités à isoconversion sont les mêmes. On a la même sélectivité en isomérisation et dismutation sur tous les matériaux. La même chose pour le rapport P sur orthoxylène. On a une valeur de 1 sur tous les matériaux, ce qui est typique d'une zéolite à large port.
Alors que pour le rapport 1,2,3, 1,3,5 trimethylbenzène, en particulier dans le cas des éolytes sévèrement désilicés, ce rapport diminue après lavage acide, ce qui montre qu'il y a augmentation de l'espace, évidemment, suite à l'extraction des espèces extra-ISO. En conclusion de cette partie, on peut dire que quand on désilisse une mordénite de faible rapport SI sur L, on génère des espèces extra-ISO qu'on peut faire dissoudre par un simple lavage acide doux. Ces espèces extra-ISO bloquent partiellement la porosité, mais surtout, ils exaltent les sites acides de Bronsted, ce qui conduit à l'augmentation de l'activité par site. Après cette caractérisation assez minutieuse de nos matériaux, on passe au phénomène de désactivation des éolytes par la formation du coq. Il faut savoir que la formation du coq, c'est un mécanisme complexe. Déjà, pour qu'il y ait formation des précurseurs, ça nécessite plusieurs réactions élémentaires successives. La même chose pour la formation des molécules du coq le plus simple. Ça nécessite des réactions d'alkylation, cyclisation et transfert d'hydrogène. La croissance, elle peut se faire par cette même suite réactionnelle, comme elle peut se faire par condensation. Il faut savoir aussi, pour que ces molécules se forment, il faut qu'il y ait présence de ce qu'on appelle les molécules faiseuses de coq. Et parmi ces molécules, on a les olefines qui sont ces molécules par excellence. Pour essayer de comprendre le mécanisme de formation du coq dans le cas de la mordénite, nous avons suivi la réaction de coquage par microbalance en utilisant le propène comme molécule faiseuse de coq à 350 degrés C sous deux pressions différentes de propène. Avant chaque réaction, les catalyseurs sont pré-traités au préalable à la même température de réaction sous vide pendant 12 heures. Une fois coqués, évidemment, ces catalyseurs sont caractérisés par plusieurs techniques pour avoir diverses informations. Pour avoir l'identité chimique du coq, il faut procéder à son extraction. Pour le coq externe, nous l'avons récupéré avec un extracteur automatique en utilisant le dichlorométhane comme solvant d'extraction sous pression élevée, 100 bar à 40 degrés C. Alors que pour le coq interne, on l'a récupéré après dissolution de la matrice iolitique par l'acide fluorhydrique, suivi par une extraction liquide-liquide, toujours avec le dichlorométhane. Ces extraits, évidemment, sont analysés par spectrométrie de masse, notamment l'AGCMS et aussi le Malditov-MS. À des temps de réaction plus longs, il y a apparition d'une fraction qui n'est pas solubilisable dans un solvant, on l'a appelé coq insoluble. Nous l'avons récupéré par filtration, puis quantifié et analysé par Malditov-MS. L'évolution de la masse du coq en fonction du temps, qu'on a déterminé par microbalance, nous montre que quand on fait augmenter la pression en propène, la prise de masse maximale diminue, alors que si on zoome sur la partie initiale, on constate plutôt l'inverse. La prise de masse est plus lente à basse pression. La même chose pour les vitesses de coquage. La vitesse initiale est 2,1 fois plus élevée à haute pression. De manière générale, la cinétique de coquage est caractérisée par deux régimes. On a l'étape initiale, qui est très rapide, qui correspond probablement à la formation des précurseurs de coque. Elle est suivie par une diminution très rapide de la vitesse de coquage, qui est plus marquée à haute pression. Ensuite, on a une deuxième étape qui est cinétiquement très lente. Elle correspond probablement à la croissance des molécules de coque. Ici, comme vous le voyez, on a des vitesses de coquage qui sont presque nulles. Une fois que ces molécules se forment, elles provoquent une diminution du volume poreux et aussi de l'acidité de Bronsted, comme vous le voyez dans ces figures. En effet, 5% seulement suffisent pour bloquer l'accès à tous les sites acides. On a toujours un blocage sévère, quelle que soit la pression. Ces molécules qui bloquent la porosité ne sont pas visibles par microscopie électronique à transmission, alors que si on fait des scans DX le long et en large du cristal, on voit bien qu'il y a une distribution plus ou moins homogène du coq dans le cristal. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de gradient de coquage dans les petites cristallites de mordénite, chose qui n'est pas le cas dans les grands cristaux. Pour avoir un aperçu sur la nature du coq, nous avons caractérisé les catalyseurs désactivés par infrarouge à transformée de Fourier. On voit bien que dans le domaine entre 2700 et 3100, on constate déjà une différence de nature. Le coq est plus alkylé à haute pression, ce qui montre que quand la pression diminue, les réactions d'alkylation diminuent aussi. Dans l'autre région située entre 1300 et 1800,
cm-1. On voit bien qu'initialement, quelle que soit la pression, il y a apparition d'une seule bombe qui est centrée vers 1443. On l'a évidemment attribué à ce qu'on a appelé le coq simple. Avec le temps, de nouvelles bombes apparaissent. Évidemment, nous l'avons attribué au coq complexe. Quand on trace les surfaces respectives de ces deux types de coques en fonction de la prise de masse, on voit bien que le coq simple, c'est le produit primaire. Il est converti en coq complexe et cette transformation est beaucoup plus favorisée à basse pression. Là, on voit bien que l'évolution de la nature du coq dépend de la pression en propane. Après qu'on ait dissous la zeolite par le HF, on a récupéré deux fractions du coq, solubles avec le dichlorométhane, et la fraction insoluble qu'on a récupérée par filtration. Quand on trace les rendements de ces deux fractions en fonction de la prise de masse, on voit bien que le coq soluble, c'est le produit primaire qui est transformé en insoluble. Quand on fait augmenter la pression, sa transformation n'est plus totale et aussi elle commence à des pressions, à des prises de masse plus élevées. Quand on trace ces rendements en fonction de la variable temps, on voit bien que le coq insoluble se forme plus rapidement à basse pression. Par exemple, après 4 heures de réaction, on voit bien que l'essentiel du coq est insoluble à 0,1 bar, alors qu'il est essentiellement soluble à 1 bar. Là encore, on voit bien que la pression au propane favorise, les basses pressions favorisent le coq insoluble. Pour essayer de comprendre l'effet de la pression sur ces rendements en coq soluble, mais aussi sur la nature, tout d'abord, il faut connaître sa composition. Pour le soluble, les produits majoritaires, ils ont été déterminés par GCMS. On voit bien qu'il est essentiellement constitué d'alkylnaphthalène, qu'on a appelé A, et aussi d'alkylanthracène, qu'on a appelé B. Quand on trace les rendements de ces deux familles, on voit bien que le produit A, c'est le produit primaire qui est converti en B. Et cette transformation n'est pas trop affectée par la pression, si ce n'est de manière cinétique. Avec la technique de Malditov, qui est la mieux adaptée pour les molécules à haut poids molaire, nous pouvons détecter les molécules présentes à l'état de trace dans la fraction soluble. Donc à 1 bar, on voit bien qu'on a des molécules d'alkyle aromatique dont le nombre de noyaux ne dépasse pas 6, alors que à 0,1 bar, il peut atteindre 8. Le point commun entre ces molécules étant qu'elles sont toutes des alkyles aromatiques linéaires, ce qui fait qu'elles doivent être localisées dans les micropores de la mordénite. Pour la fraction insoluble, nous l'avons aussi caractérisée par Malditov-MS. On peut délimiter une première région qu'on a appelée coq insoluble léger. Le pic le plus intense, il correspond à la molécule de tétracène avec cette substituant. Les constituants de ce coq insoluble léger, donc c'est les mêmes molécules qu'on a observées présentes à l'état de trace dans la fraction soluble. Donc c'est les fameuses alkyles aromatiques linéaires, ce qui fait que ce coq léger, il doit être situé dans les micropores. Ensuite, on a un deuxième domaine qui comporte une distribution en masse plus large et aussi des molécules plus lourdes. C'est pour ça qu'on l'a appelé coq insoluble lourd. Ces molécules doivent probablement être situées en surface externe. À 0,1 bar, comme vous le voyez, on n'a pas pu récupérer de signal Malditov, ce qui montre qu'on a un coq réfractaire à l'ionisation. On a une troisième fraction de coq, c'est le coq externe. On l'a récupéré par l'extracteur automatique, on l'a analysé par Malditov-MS. On voit bien qu'après 1 minute, il n'y a pas vraiment formation du coq externe, alors qu'après 30 minutes, on voit qu'il est constitué par un mélange de molécules complexes, dont la distribution en masse est sous forme de gaussienne. Cette gaussienne shift vers les valeurs les plus élevées avec le temps, mais aussi elle devient plus large. À partir de ces spectres, nous avons pu calculer la masse molaire moyenne du coq externe. On voit bien que ça augmente de manière linéaire avec la prise de masse. Cette augmentation se fait très lentement avec le temps. Donc ce coq externe, c'est le plus complexe, mais aussi il croît avec le temps, comme le montre l'évolution de la masse. À 0,1 bar, là encore, on n'a pas pu récupérer de coq externe, ce qui fait qu'on n'a pas pu l'analyser. À partir de ces résultats de spectrométrie de masse, nous avons pu calculer la masse molaire moyenne du coq et aussi déduire un nombre de moles de molécules par gramme de kata qu'on a tracé en fonction de la prise de masse. On voit bien que initialement, la masse molaire moyenne
ne change pas. Elle coïncide avec une augmentation de manière proportionnelle du nombre de molécules. Donc là, durant cette étape, il y a formation des molécules de coque à partir du propène, suite à son oligomérisation, cyclisation et transfert d'hydrogène, qui conduisent à la formation des alkyles aromatiques, puis l'alkylation, cyclisation et transfert d'hydrogène de ces alkyles aromatiques conduisent à la formation des naphtalènes, puis des anthracènes. Ensuite, on a un deuxième domaine où la masse molaire moyenne du coque augmente. Ça correspond évidemment à sa croissance, qui se fait par condensation à 0,1 bar. Pourquoi par condensation? Tout simplement, on constate qu'il y a diminution du nombre de molécules de coque après cette croissance, qui résulte évidemment de la combinaison entre ces molécules. Quand on fait augmenter la pression, on voit bien toujours la même phase initiale de stabilité de la masse molaire qui coïncide avec l'augmentation proportionnelle du nombre de molécules. La différence étant que l'augmentation de la masse molaire est moins marquée, mais aussi on a peu de diminution du nombre de molécules. Donc là, on a déduit que la croissance du coque se fait par le mécanisme successif à 1 bar, c'est-à-dire le mécanisme qui a conduit à la formation des molécules de coque, alkylation, cyclisation, transfert d'hydrogène. On arrive à la deuxième conclusion de notre travail, étant que la pression en olefine a un rôle cinétique seulement sur la formation du coque, alors qu'elle modifie le mécanisme de croissance. À haute pression, ce qui est comparable aux conditions industrielles, la croissance se fait par le mécanisme successif, de l'intérieur vers l'extérieur et continue à l'extérieur. Alors qu'à basse pression, ce qui est représentatif des tests catalytiques à l'échelle du laboratoire, elle se fait beaucoup plus par condensation dans les micropores. Maintenant qu'on ait bien compris comment se forment ces molécules dans une zeolite microporeuse, qu'en est-il des zeolites hiérarchisées qu'on a préparées par différents traitements, évidemment qui possèdent différents facteurs de hiérarchie. La cinétique de coquage, nous l'avons suivi par microbalance, toujours avec la même molécule faiseuse de coque. Tout simplement, on s'est limité à une seule pression. Déjà, à partir des courbes de prise de masse avec le temps, on voit bien que, initialement, on a la même quantité de coque sur tous les catalyseurs, 5% à peu près après 1 minute, alors que la prise de masse maximale, elle augmente avec le facteur de hiérarchie. La même chose pour les vitesses relatives par rapport à la zeolite mère. On voit bien qu'on a la même vitesse initiale de coquage, alors que la vitesse après 4 heures, donc elle augmente de manière exponentielle avec le facteur de hiérarchie. Donc là, on voit bien que lorsqu'on hiérarchise, on accumule plus de coque. L'effet de cette hiérarchisation sur la porosité et l'acidité résiduelle nous montre que quand on hiérarchise, on réduit le blocage des micropores. Pour les mésopores, c'est un peu plus complexe. On voit bien que déjà dans le cas de la zeolite mère, le volume mésoporeux ne varie pas avec le coquage, alors que les zeolites désilicées, ça diminue jusqu'à atteindre une valeur limite qui est la même que celle de la zeolite mère. Donc cette valeur de 0,06 n'est autre que le volume mésoporeux des mésopores interparticulaires. On peut ajouter aussi le fait est que les zeolites qui ont subi un lavage acide, cette diminution se fait plus tardivement, c'est-à-dire elle commence à partir d'une formation de 5-6% en coque. Là, on voit bien qu'en plus du blocage des micropores, il y a blocage des mésopores induits seulement, alors que les mésopores intra ne sont pas bloqués. Pour l'effet de cette hiérarchisation sur l'acidité résiduelle, on voit bien que plus on hiérarchise, plus la quantité de coque nécessaire pour bloquer tous les sites acides augmente. Donc là, on a des zeolites qui sont plus tolérantes au coquage. Donc plus on hiérarchise, plus la tolérance au coque augmente. Pour l'effet de la hiérarchisation sur la répartition du coque, sur la nature du coque, on voit bien que quand on hiérarchise, on favorise le coque soluble au détriment de l'insoluble, alors que la nature chimique de ces deux phases est la même, elle ne change pas avec la hiérarchisation. Donc là, on voit bien que plus on hiérarchise, certes, on favorise plus de coque, mais moins sa croissance. Cette inhibition de la croissance résulte probablement de la réduction du nombre de sites acides que rencontre la molécule de coque le long de son trajet de diffusion, ce qui réduit le nombre de réactions successives. Pour l'effet de la hiérarchisation sur la répartition du coque, tout d'abord, il faut savoir que dans le cas de la zeolite mère,
l'essentiel du coq est dans les micropores, c'est-à-dire du coq interne, alors que dans le cas des zeolites hiérarchisés, il y a du coq interne dans les micropores et du coq externe. Dans le cas des zeolites désilicés non lavés, on voit bien que le coq externe, il apparaît au même titre que le coq interne, donc il y a occupation simultanée des deux porosités, c'est-à-dire les micropores et les mésopores. Alors que sur les zeolites qui ont subi un lavage acide, le coq interne se forme en premier, puis vient le coq externe. Donc, on a une occupation des micropores, puis des mésopores induits. On peut ajouter aussi le fait est que lorsque le facteur de hiérarchie augmente, le pourcentage du coq externe augmente aussi. Évidemment, c'est ce qui est dû à l'augmentation du volume mésoporeux. Pour l'effet de la hiérarchisation sur la toxicité du coq, tout d'abord, c'est quoi la toxicité? C'est tout simplement le nombre de cytacides que désactive une molécule de coq, qu'on peut calculer par l'équation que vous voyez ici, qui n'est autre que la pente de la courbe de la concentration des cytacides apparemment neutralisés par le coq, contraste en fonction du nombre de molécules de coq par cytacide initial. Dans le cas de la zeolite mère, on voit qu'une molécule de coq désactive 3,5 cytacides, ce qui est typique d'un blocage. Quand on hiérarchise, cette toxicité diminue, ce qui montre qu'on a un changement du mode de désactivation. On passe progressivement d'un blocage, ce qui est typique dans le cas classique d'une mordénite, une zeolite monodimensionnelle, à un empoisonnement dans le cas des zeolites hiérarchisées. Ce type de désactivation par empoisonnement est commun aux zeolites tridimensionnelles. En conclusion de cette troisième et dernière partie, on peut dire que lorsqu'on désilisse une mordénite, on modifie le mode de désactivation, on modifie la répartition, on inhibe la croissance du coq, ce qui va conduire à la réduction de l'effet désactivant, c'est-à-dire toxicité, ce qui va probablement permettre d'améliorer la stabilité des catalyseurs. Enfin, on arrive à la conclusion générale de notre travail, qui nous a permis de mettre en évidence les points suivants. C'est que pour désilisser une mordénite de faible rapport SI sur AL, il nous faut des conditions sévères pour avoir une bonne hiérarchisation, mais aussi une génération de formation de mésopores intracristallins. Elle s'accompagne aussi par une modification des propriétés acides et il y a aussi amélioration du transfert de masse, ce qui va permettre l'inhibition de la croissance des molécules de coq, changement du mode de répartition et aussi changement du mode de désactivation. Pour faire simple, on peut dire que la désilication par traitement alcalin, c'est un moyen simple et efficace pour améliorer la stabilité des mordénites. Enfin, on a aussi constaté que la pression en olefine modifiait le mécanisme de croissance. On a vu qu'à basse pression, la croissance se faisait par condensation, alors qu'à haute pression, elle se fait par le mécanisme successif. Comme perspective, il serait intéressant d'essayer d'améliorer la désilication en utilisant par exemple une désilication assistée par micro-ondes ou encore en utilisant un autre agent de désilication comme les fluorures. Essayer de quantifier la diminution du chemin diffusionnel dans les zeolites, c'est-à-dire utiliser différentes tailles de cristallites, vérifier la transposabilité de l'effet de la pression sur le mécanisme de croissance dans le cadre des réactions dynamiques, c'est-à-dire se rapprocher un peu plus du réel. Pour cela, on pourrait utiliser par exemple une microbalance en mode dynamique. Pour terminer, je voudrais dire que notre travail a fait l'objet de plusieurs communications internationales et surtout il a été valorisé en publication dans des journaux scientifiques. Et je vous remercie de votre attention. Je vous repasse la parole.